Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se plonge dans un sujet que tout le monde pense connaître, je crois, les oméga 3. Oui, on en entend parler absolument partout. Partout, c'est bon pour le cœur, pour le cerveau, on a tous ça en tête. Mais dès qu'on parle d'inflammation, là, ça devient tout de suite beaucoup plus flou. C'est ça. Et la source qu'on analyse aujourd'hui est fascinante pour ça. Elle ne se contente pas de répéter des généralités, non, elle pose une question très précise, comment utiliser les oméga 3 comme un véritable outil thérapeutique? Exactement. Comment on passe de l'idée générale à une stratégie concrète? Voilà. Pour une gêne articulaire, une inflammation chronique, comment on fait pour que ça marche vraiment? C'est toute la question. Et on sort de la simple recommandation de manger du poisson gras. On entre dans une approche quasi clinique. L'article qu'on a là, c'est un véritable mode d'emploi. Un mode d'emploi. Oui, il décortique les mécanismes et surtout, il explique pourquoi tant de gens essaient, mais n'obtiennent pas de résultats. On va parler dosage, ratio, durée, qualité. Tous les détails qui font la différence en fait. C'est ça. L'idée, c'est de transformer une connaissance de base en une stratégie qu'on peut vraiment s'approprier. Parfait. Alors, allons-y. Commençons par la question la plus directe, celle que tout le monde se pose. La dose. C'est quoi la dose qui a un réel impact sur l'inflammation? Alors là, c'est le premier point où les choses deviennent vraiment sérieuses. L'article est formel là-dessus. Oui. Pour une action anti-inflammatoire ciblée, le seuil d'efficacité, c'est entre 2000 et 3000 mg par jour. Attendez, 2000 à 3000. C'est énorme, hein? C'est bien plus que ce qu'on voit sur la plupart des boîtes. C'est beaucoup plus. Et j'insiste sur un point. On parle d'actifs, c'est-à-dire la somme de l'EPA et du DHA, pas le poids total de la gélule. D'accord. Mais pourquoi une dose si élevée? C'est quoi le mécanisme derrière? Ça s'explique par un processus biologique très concret, la saturation des membranes cellulaires. La saturation des membranes. Oui, il faut imaginer que chaque cellule de notre corps est entourée d'une membrane, une enveloppe. Et cette enveloppe est faite en partie des graisses qu'on mange. D'accord. Pour qu'une cellule arrête de produire des signaux inflammatoires, il faut littéralement reconstruire sa membrane avec de nouvelles briques, les oméga 3. Et ce processus, il demande beaucoup de matériaux, et surtout du temps. C'est un vrai travail de fond. Du temps. Ça veut dire quoi? On parle de quelques jours, une semaine? Pas du tout. Et c'est sans doute là que la plupart des gens abandonnent. L'article est très clair sur ce point. Ah, Les études montrent que pour voir un changement mesurable, il faut attendre entre 8 et 12 semaines. 3 mois? 3 mois de prise continue et quotidienne. C'est le temps nécessaire pour que les cellules intègrent vraiment ces nouveaux acides gras et commencent à fonctionner différemment. S'attendre à un effet en une semaine, c'est un peu illusoire. C'est une information capitale. Donc, 2 à 3 grammes par jour, pendant 3 mois. C'est noté. Mais vous avez insisté sur les actifs, EPA et DHA. Est-ce que l'un est plus important que l'autre pour l'inflammation? C'est une question cruciale. Et la réponse est non. Ce n'est absolument pas du pareil au même. Ah, Ce sont deux molécules avec des rôles bien distincts. Le DHA, c'est la brique. Il est essentiel pour la structure du cerveau, de la rétine. d'accord, la structure. L'EPA, en revanche, c'est le véritable acteur anti-inflammatoire. C'est lui qui entre en compétition avec les molécules qui déclenchent l'inflammation et qui en gros dit au système immunitaire de se calmer. Pour l'inflammation, l'EPA, c'est la superstar. Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui prend un complément très riche en DHA pour ses articulations, il se trompe de cible. Exactement. Il prend un excellent produit pour son cerveau, mais pas pour son problème spécifique. La source va même plus loin. Elle suggère un ratio idéal. Ah oui. Un ratio de 2 pour 1, voire 3 pour 1, en faveur de l'EPA. Par exemple, une dose de 1500 mg d'EPA pour 750 mg de DHA. C'est ce déséquilibre volontaire qui crée l'effet thérapeutique. C'est très précis. Et sur ces doses élevées, il n'y a pas de risque? Non, et c'est important de le préciser, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, considère qu'une consommation allant jusqu'à 5 grammes par jour est parfaitement sécuritaire. On a une marge très confortable. Bon, la stratégie se précise, dose élevée, riche en EPA et de la patience. Maintenant, le moment fatidique. Je suis en magasin, face à 50 boîtes qui se ressemblent, tout affiche en gros 1000 mg. Comment je fais pour ne pas me faire avoir? C'est le parcours du combattant, c'est vrai. Mais l'article nous donne une checklist très claire, un vrai guide d'achat en 5 points. Parfait. Le premier, c'est justement de déjouer ce piège des 1000 mg. Comme on disait, ce chiffre, c'est souvent le poids total de l'huile. Le poids de la gélule en gros. Voilà.
Donc, premier réflexe, on retourne la boîte et on additionne les milligrammes d'EPA et de DHA. Et là, on a souvent des surprises. Une gélule de 1000 mg peut ne contenir que 300 mg d'actifs réels. Ce qui veut dire qu'il faudrait en prendre 6 ou 7 par jour pour atteindre la cible. Pas très pratique. Pas du tout. Donc, premier point, additionner EPA plus DHA. D'accord. Une fois que j'ai trouvé un produit bien concentré, c'est bon? Pas encore. Il y a un deuxième critère très important, la forme chimique. La forme chimique. Oui, il y a la forme naturelle qu'on trouve dans le poisson, qu'on appelle triglycérides, ou TG. Et il y a une forme synthétique, moins chère à produire, les esters éthyliques. Et j'imagine que l'une est meilleure que l'autre. Exactement. La forme triglycéride est beaucoup mieux absorbée par l'organisme. Donc il faut vraiment chercher la mention TG ou triglycérides sur l'étiquette. D'accord. Concentration, forme chimique, ça devient technique. Est-ce qu'il y a un autre critère, un peu caché, auquel on ne pense jamais? Absolument. Et c'est peut-être le plus important de tous, la fraîcheur de l'huile. La fraîcheur. Oui, les oméga-3 sont des graisses très fragiles. Elles s'oxydent très vite. Une huile oxydée, c'est une huile qui a ranci. Et donc elle a perdu ses bienfaits, j'imagine. Pire que ça. Non seulement elle a perdu ses bienfaits, mais elle peut même devenir pro-inflammatoire. C'est le comble. On prend un complément pour réduire l'inflammation et il pourrait l'augmenter. C'est terrifiant. Comment on peut savoir si une huile est fraîche? Il existe un standard pour ça, l'indice Totox. C'est un score total d'oxydation. Totox. Oui, plus le chiffre est bas, plus l'huile est fraîche. La recommandation, c'est de viser un indice inférieur à 10. Les très bonnes marques communiquent fièrement sur cet indice, elles le mettent en avant. Si une marque ne peut pas vous le fournir, c'est souvent mauvais signe. C'est une information capitale. Ça change tout. Donc, on a la concentration, la forme, la fraîcheur. Il reste des points sur la checklist? Les deux derniers sont liés à la pureté. D'abord, l'origine de l'huile. Il faut privilégier les petits poissons gras, anchois, sardines, maquereaux. Pourquoi les petits? Parce qu'ils sont au début de la chaîne alimentaire, donc ils accumulent beaucoup moins de métaux lourds et de polluants que les gros prédateurs comme le thon. Logique. Et le dernier point? Les labels indépendants. Des certifications comme EPAX ou Friends of the Sea. Ça garantit que l'huile a été purifiée pour éliminer les contaminants et que la pêche est durable. Avec ces 5 points, on passe d'un achat à l'aveugle à un choix vraiment éclairé. C'est très clair. Mais je connais des gens qui ont l'impression de tout bien faire et pourtant ils ne voient aucune différence. C'est incroyablement décourageant. Qu'est-ce qui peut clocher? C'est le cœur du problème. Et l'article identifie 3 tueurs silencieux de l'efficacité des oméga-3. Le premier, c'est une erreur de casting. C'est-à-dire? Confondre les oméga-3 végétaux et marins. Beaucoup de gens consomment de l'huile de lin, des graines de chia, c'est très bien. C'est riche en ALA. Un type d'oméga 3, oui. Le souci, c'est que notre corps doit convertir cet ALA en EPA et DHA pour qu'il ait une action anti-inflammatoire. Et notre capacité de conversion, elle est catastrophique, moins de 5%. Ah oui, c'est dérisoire. Donc l'huile de lin, c'est bien, mais ça ne remplace pas l'huile de poisson pour cet objectif précis. Voilà. Pour l'inflammation, les sources marines, poissons ou microalgues sont non négociables. D'accord. Quelle est la deuxième erreur, Sam? La deuxième, elle se trouve dans le reste de l'assiette. C'est le déséquilibre entre les oméga-6 et les oméga-3. Ah, la fameuse compétition. Exactement. Notre alimentation moderne est saturée d'oméga-6. Huile de tournesol, de maïs, plats préparés, sauces industrielles. Or, au niveau cellulaire, les oméga-6 et les oméga-3 utilisent les mêmes voies métaboliques. Donc s'il y a trop d'oméga 6, Ils prennent toute la place. Les oméga-3 sont bloqués. Ils ne peuvent pas agir. C'est comme essayer de prendre une autoroute complètement embouteillée. Ça ne sert à rien. c'est fascinant de voir que le complément seul ne suffit pas. Le contexte alimentaire est crucial. Et la troisième erreur, j'imagine qu'on y revient. On y revient toujours. C'est le manque de persévérance. Arrêter au bout d'un mois en se disant « ça ne marche pas ». On l'a dit, il faut cette fenêtre de 8 à 12 semaines. C'est un impératif biologique. Le cas de Florian Zornetti dans l'article est une parfaite illustration de ça, non? C'est l'étude de cas parfaite. 1 an de prise pour une gêne articulaire sans aucun résultat. Il était découragé. Et puis il a analysé l'étiquette en détail. Et il a compris son erreur. Il a compris. Son produit était très riche en DHA, excellent pour le cerveau, mais presque sans EPA. Il n'utilisait pas le bon outil. Il a changé pour une formule avec le bon ratio, et là, il a enfin ressenti une amélioration. Ça prouve que le diable se cache vraiment dans les détails. C'est très clair.
On a la stratégie, les critères, les erreurs à éviter, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, la source mentionne des concepts plus pointus. J'ai vu passer l'indice oméga 3. De quoi s'agit-il? Alors ça, c'est un outil qui permet de passer de l'approximation à la mesure. L'indice oméga 3, c'est une analyse de sang très spécifique. Qui mesure quoi exactement? Elle ne mesure pas ce que vous avez mangé hier. Elle mesure la concentration réelle d'EPA et de DHA dans la membrane de vos globules rouges. Et comme un globule rouge vit environ 3 mois, Ça donne un reflet de notre statut sur le long terme. précisément, c'est un reflet stable et fiable. L'article le décrit comme le véritable baromètre de la santé cardiovasculaire et de l'inflammation silencieuse. L'objectif, c'est d'avoir un indice au-dessus de 8%. C'est génial. Ça veut dire qu'on peut arrêter de naviguer à vue, on prend son complément, on attend 3 mois, on fait le test et on voit si ça a marché pour notre corps. C'est vraiment de la personnalisation. C'est la fin de la supplémentation à l'aveugle. Et ça nous amène au dernier concept, que l'article présente comme la prochaine génération de la compréhension de l'inflammation. Ah, Les SPM. les SPM. Alors là, il va falloir m'expliquer. SPM, ça veut dire médiateur pro-résolution spécialisé. Et c'est un changement total de paradigme. D'accord. Jusqu'à maintenant, on a toujours parlé des oméga 3 comme des anti-inflammatoires. L'image, c'est le pompier qui vient éteindre un incendie. Oui, c'est l'image qu'on a tous en tête. Eh bien, la réalité est plus sophistiquée. L'EPA et le DHA ne font pas qu'éteindre le feu. Ils sont la matière première que le corps utilise pour fabriquer ces fameux SPM. Et quel est leur rôle à ces SPM? Leur rôle, ce n'est pas d'être anti, mais pro-résolution. Ils n'arrêtent pas seulement l'inflammation, ils organisent activement le nettoyage et la réparation des tissus une fois que la bataille est terminée. Ils gèrent l'après-guerre, en quelque sorte. C'est exactement ça. Ils s'assurent que l'inflammation ne devienne pas chronique. Ils résolvent le problème pour un retour à la normale. C'est une vision beaucoup plus active, beaucoup plus intelligente du processus. C'est fou, ça change tout. On ne pense plus en termes de blocage ou de lutte, mais plutôt de donner au corps les outils pour faire le ménage et reconstruire. C'est une approche beaucoup plus collaborative. Tout à fait. Alors, si on devait synthétiser cette analyse incroyablement riche, que faudrait-il retenir en priorité? Quels sont les points vraiment non négociables? Je dirais qu'il y en a 4. Le premier, le seuil d'efficacité. Il faut être ambitieux. Viser 2 à 3 grammes de PA et DHA par jour pour l'inflammation. D'accord. Le deuxième, la domination de l'EPA. Le ratio est fondamental. Il faut une formule qui privilégie clairement l'EPA. Le troisième, c'est la patience, j'imagine? Oui, le facteur temps, la patience n'est pas une option. Il faut s'engager sur 8 à 12 semaines avant de juger des effets. C'est un impératif. Et le dernier point, le plus technique, mais peut-être le plus important pour ne pas se tromper. C'est l'exigence absolue sur la qualité. Une huile concentrée sous forme de triglycérides et surtout avec un indice Totox bas qui garantit sa fraîcheur. C'est la condition sine qua non pour que la stratégie fonctionne. Et soit sécuritaire. C'est un résumé parfait. Pour finir, quelle serait la pensée, l'idée qui pourrait prolonger notre réflexion au-delà de cette discussion? L'idée des SPM, je trouve, soulève une question vraiment fondamentale. Au lieu de se demander uniquement comment combattre l'inflammation avec des nutriments, Oui, on pourrait commencer à se demander comment mieux soutenir les mécanismes incroyablement sophistiqués que le corps possède déjà pour la résoudre de lui-même. La perspective change complètement. oui. On passe d'une logique de lutte contre un ennemi à une logique d'accompagnement intelligent vers la restauration de l'équilibre. Et ça ouvre des pistes de réflexion qui vont bien au-delà de la simple prise d'une gélule.